carrefour.fr. La matinale de Radio Classique avec David Abiker. Et avec Géraldine Vosner, rédactrice en chef au Point. Bonjour Géraldine. Bonjour à tous. Et Jean-Marie Colombani, que vous retrouverez demain dans l'émission Commentaires dès 8h avec Jean-Claude Casanova. Mes respects du matin, Jean-Marie. Bonjour David. Merci à tous les deux d'être là comme chaque vendredi. J'aimerais qu'on laisse de côté un instant la politique française. Hier, Donald Trump s'entretient aujourd'hui, plus exactement, avec Volodymyr Zelensky, qui est venu lui demander des missiles. Et en même temps, dans 15 jours, Trump annonce un rendez-vous avec Vladimir Poutine, tout en promettant des missiles à l'Ukraine, un pas en avant, deux pas en arrière, ou alors l'inverse. C'est du Trump comme d'habitude ou les choses sont en train de bouger? Difficile de savoir avec Trump. C'est du Trump comme d'habitude a priori parce que tout le monde est focalisé sur l'agenda de Trump et la rencontre avec Zelensky et la demande du président ukrainien de ces fameux missiles Tomahawk. Et donc on dit oui, peut-être que Trump est en train d'évoluer, est en train de se rapprocher finalement du point de vue ukrainien. Après tout, il vient de faire la paix à Gaza, il peut essayer de la faire en Ukraine. Mais aussitôt constaté que Trump se précipite dans les bras à nouveau de Vladimir Poutine, recréer un sommet, alors comme si Anchorage ne lui avait pas suffi, parce qu'après Anchorage, il a quand même été humilié parce que aussitôt quitté le président russe, celui-ci a déversé ses bombes de façon inédite encore sur l'Ukraine. Et la semaine dernière, la Russie a fait savoir par l'intermédiaire d'un diplomate que les effets du sommet en Alaska ne permettaient plus d'espérer grand-chose. Voilà, exactement. Et donc là, il récidive, il recommence, il va à Budapest par parenthèse, c'est le premier ministre hongrois est à la fois un homme de Poutine et un homme de Trump. Donc c'est évidemment le terrain idéal pour se rencontrer. Mais qu'est-ce qui va en sortir? Qu'une fois de plus, Trump refuse de vraiment passer au stade des sanctions militaires, notamment vis-à-vis de la Russie, et que de facto, il protège quand même Poutine et il laisse faire Poutine. Et ça reste quand même un épais mystère. Oui, c'est vrai qu'on comprend pas. Parce que à part la recherche du consensus et de la paix, mais bon. Enfin, tout le corpus des républicains, des élus républicains, était, comme l'opinion américaine d'ailleurs, était en faveur et sont toujours en faveur de l'aide à l'Ukraine. Il n'empêche, Trump maintient son cap il continue à favoriser Vladimir Poutine en annonçant dès maintenant que ce qui l'intéresse au fond, c'est le courant d'échange qu'il va pouvoir développer entre les États-Unis et la Russie. Il s'imagine toujours que le business va démarrer comme autrefois. Géraldine Vosner, j'ignore si vous avez saisi le mystère de la relation qui unit Vladimir Poutine à Donald Trump. Est-ce que Volodymyr Zelensky peut tout de même espérer ressortir de ce rendez-vous avec Donald Trump avec quelques Tomahawks? Alors ça, il y a la question des Tomahawks d'un côté, et je pense que plus globalement, je serais moins définitif que vous sur ses intentions. Il est conforté évidemment par le succès réel qu'il a enregistré au Proche-Orient. La différence au Proche-Orient, c'est qu'il avait sur Israël et sur Netanyahou des moyens de pression. Il a aussi obtenu des appuis des pays arabes, de la Turquie, pour débloquer la crise. Et je pense que c'est ce qu'il est en train d'essayer de chercher avec la Russie. Donc et effectivement, il peut prendre la décision d'envoyer des Tomahawks. Est-ce que le fait de fournir à l'Ukraine des missiles de longue portée qui leur permettraient de frapper en profondeur, plus de raffineries, d'handicaper les exportations d'hydrocarbures russes, va faire basculer le cours de la guerre? Je ne le crois pas. Et je pense que Donald Trump est aussi à la recherche d'appuis. Et ces appuis, ça peut être la Turquie, ça peut être l'Arabie Saoudite, puisqu'on doute que ça puisse être la Chine tout de même, mais pour essayer de bâtir un rapport de force qui soit différent. Et pour l'instant, le rapport de force sur le terrain, la Russie le conserve. Donc, la décision intermédiaire de Tomahawk, pourquoi pas, mais je pense que le sujet n'est pas là. Est-ce que dans les 15 jours qui vont s'écouler entre aujourd'hui et cette possible rencontre en Hongrie de Trump et Poutine, il peut réussir à bâtir un système d'alliance et de pression qui soit un peu plus conséquent? La question reste complètement ouverte. Moi, je n'ai pas la réponse. C'est très difficile parce que pendant les atermoiements de Donald
Donald Trump, que se passe-t-il sur le terrain? Un déluge de bombes sur l'Ukraine, y compris sur les convois humanitaires qui sont bombardés aussi par les Russes qui sont en Ukraine. Et donc, c'est ça la réalité. Et la réalité, c'est que l'aide militaire américaine n'existe plus pour le moment. Depuis le mois de janvier, il n'y a plus de livraison de matériel militaire américain à l'Ukraine. Il y a les communications. Donc, il y a simplement le fait que Trump dit aux Européens, achetez-nous des armes et vous les donnez ensuite aux Ukrainiens. C'est d'ailleurs ce qui se passe. L'Europe continue à soutenir à la fois militairement et économiquement l'Ukraine. Mais pour ce qui est de Trump, il ne fait en rien obstacle aux visées de Vladimir Poutine. Et c'est ce qui est bien préoccupant pour nous, parce que il va falloir s'habituer à ce nouveau visage de l'Amérique qui, pour l'Europe... Géraldine n'est pas d'accord. Non, mais parce que je pense que la question ne se résoudra pas... Je suis pas optimiste, non, mais je pense que la question ne se résoudra pas dans un affrontement Russie, États-Unis. Enfin voilà, il faudra quelque chose de plus global, et Trump va chercher à obtenir. Il a pris conscience. Il sait que l'Europe ne pèse pas dans ce combat-là parce qu'elle n'a pas les moyens de ces menaces. Il va chercher d'autres pays qui pourront avoir une influence sur la Russie. Et il y en a quelques-uns. On a vu que le dialogue s'est renforcé. Mais je parle notamment de la Turquie, de l'Arabie Saoudite, qui ont joué un rôle déterminant dans le règlement, le début de règlement du conflit israélo-palestinien. Est-ce qu'il peut thésauriser là-dessus? C'est la question qu'on se pose, et pour lesquelles on n'a pas d'indication. Et pour moi, le mystère reste entier. Il y a quand même une relation privilégiée entre Trump et Poutine qui laisse plus que perplexe. Mes amis, il y a une photo dans le journal L'Opinion, en page 2 aujourd'hui, qui est assez marrante. C'est une petite photo, hein. Sébastien Lecornu, accompagné de conseillers ministériels à la sortie de l'Assemblée nationale. Et il est suivi évidemment par des clones qui portent des serviettes, comme on disait, des mallettes. Et ils sont 4 ou 5 comme ça à suivre le Premier ministre, en plus évidemment du garde du corps qui lui ouvre la voie. Et à la une de L'Opinion, il y a cette enquête signée Sarah Spitz, Mathieu Despriec et Christine Olivier, qui explique que les cabinets ministériels ont du mal à recruter. Et ça, c'est un effet pas toujours visible de cette crise politique dont on parlait avec Dominique Régnier à 8h15. C'est plus que la crise politique, je pense que c'est un courant qui est installé depuis déjà un certain temps de retrait vis-à-vis de la politique. Avant, les jeunes diplômés, notamment les jeunes diplômés de l'ENA, regardaient vers la sphère publique. Aujourd'hui, ils regardent vers la sphère privée. Et ça, c'est un mouvement qui affaiblit d'une certaine façon la représentation politique. Éric Le Boucher, dans Les Échos ou dans L'Opinion, je ne sais plus, expliquait récemment, éditorialiste dans l'un et l'autre journal, expliquait récemment qu'on était passé dans les entourages, et même dans les députés, de ceux qui avaient réussi l'ENA, qui peuplaient les cabinets et les postes où se présentaient aux élections, à ceux qui ont raté l'ENA. Et maintenant, est-ce que ça n'est pas une chance pour la France également? Non, je suis pas d'accord. Et maintenant, ce n'est plus ceux qui ont raté l'ENA, ce sont les assistants parlementaires qui tiennent le haut du pavé. Et donc, tout ça n'est pas une bonne chose, parce que dès lors que la sphère publique est plutôt repoussoire que attirant les meilleurs cerveaux, ou en tout cas les meilleurs élèves, ça pose un problème. Mais ça, c'est aussi à mettre en relation avec le fait qu'un certain nombre de jeunes entrepreneurs s'expatrient aussi. Hein. C'est le même sentiment de déclassement qui fait que il y a cette sorte de fuite. Ou cette impression qu'on peut plus vraiment réussir ou faire quelque chose pour l'État. En France, Géraldine Vossner, vous souscrivez à ce constat par le diplôme? Baisse du niveau du diplôme, si tant est que le diplôme soit un gage de réussite à la tête de l'État. Oui, si tant est que le diplôme. Enfin, on constate quand même que moi, ça m'arrive de donner des cours à l'école des mines, et avec donc chez des jeunes quand même qui sont brillants. Je peux vous garantir que non, la fonction publique ne fait absolument pas rêver, et qu'effectivement les meilleurs cerveaux en fait du pays ne vont plus vers la politique. Mais c'est pas récent. Ça fait une bonne dizaine d'années que c'est le cas. Moi, ce qui m'inquiète plus dans ce gouvernement
précis à l'heure où on se parle, c'est que les politiques aussi sont mal aimés. On a nommé beaucoup de gens, soit de la société civile, soit des gens qui ont un profil technique, avec des conseillers ministériels qu'on n'arrive pas à renouveler, donc qui sont aussi un peu faibles, qui débarquent, qui vont découvrir les dossiers. Et ça, c'est le signe d'une reprise en main totale de l'administration sur l'intégralité des politiques. Un politique a besoin de pouvoir imposer ses vues à une administration qui est en plus pléthorique en France. Là, on voit difficilement comment ils vont pouvoir le faire. On parle de renouvellement, mes amis, et pour nous séparer, je voudrais vous faire entendre un pianiste qui fait la une des Échos Week-end cette semaine. Il s'appelle Jon Batiste. C'est un phénomène à la croisée du classique, du pop et du jazz. Écoutez comme il transforme, réinvente une partition que je déteste personnellement, c'est la lettre à Élise, tellement je l'ai entendu rater dans les halls de gare. Quand, vous savez, les pianos dans les gares, là, il y a toujours quelqu'un qui vient jouer la lettre à Élise. Ça peut être moi. C'est à se tirer une balle. Mais lui, il prend la lettre à Élise de Beethoven et il en fait quelque chose d'absolument magnifique et jazzy. Je vous dis pas la semaine prochaine parce que je pars en vacances, mais vous serez là pour parler du budget la semaine prochaine. Il y a donc des lois sociales dont vous pouvez bénéficier, David ? Je les invente et je me les applique.